Bon bah donc merci beaucoup d'être dans l'écran ce soir. Merci à vous. Bon, ça nous fait très très plaisir de vous accueillir, même si c'est à travers donc l'écran Skype. Donc on voulait ce soir, bon c'est quasiment avec des amis, parce que je crois que Jacques et Serge, enfin, notamment, vous les connaissez particulièrement bien. Et donc on voulait parler de l'inquisiteur Nicolas Emmerich, mais pas uniquement de lui, hein, aussi des autres personnages qui gravitent autour, qui parfois font des apparitions dans les interstices de la saga Emmerich. Et donc, je voulais quand même rappeler, parce qu'il y a peut-être quelques personnes qui ne connaissent pas encore les 10 tomes. Alors en plus, on nous dit, on en parlera sûrement tout à l'heure, qu'il y a un 11e tome d'Emmerich qui va arriver, à la surprise générale. Je crois que oui. Dans une année. Donc simplement pour ceux qui ne l'auraient pas en tête, la saga Emmerich, donc c'est 10 volumes, donc qui sont maintenant intégralement disponibles depuis novembre en français à la Volte, dont la a été étalée sur un certain nombre d'années, qui peut se lire de pas mal de manières différentes, on en reparlera sûrement un peu tout à l'heure, mais qui a comme personnage central un personnage à la fois très attachant et absolument détestable, qui est un inquisiteur dominicain, donc qui évolue entre 1352 et 1372, donc dans le bas Moyen-Âge, qui est d'une férocité vis-à-vis des hérétiques, qui est celle d'un véritable inquisiteur. Ça rigole pas du tout, hein. Il est vraiment inflexible, implacable, et ça fait déjà à soi seul une saga énorme, cette histoire d'inquisiteur confronté dans chaque tome à des nouvelles hérésies, des phénomènes surnaturels, des choses très très bizarres, très inquiétantes. On en parlera tout à l'heure, des choses qui peuvent être horribles et incompréhensibles. Mais, et c'est ça qui fait de cette saga un objet assez unique, hein, dans la littérature de fiction, c'est que tout est rationalisé ou rationalisable par d'autres strates temporelles qui se passent dans le futur, parfois très lointain par rapport à Emmerich, et qui explique scientifiquement, sur des sciences physiques, sur des sciences là, aux frontières entre le physique et le psychologique, pourquoi finalement il se passe ces choses. Et qui décrivent un futur sur lequel on reviendra, qui est un futur assez atroce, hein, il faut être honnête, et à chaque fois il y a des explications. C'est-à-dire qu'on n'est pas... On est dans du fantastique, dans du merveilleux, dans du surnaturel, et en même temps on est dans de la hard science extrêmement dure. Donc c'est une conjonction qui est rarissime et qui est fascinante. Et normalement faudrait vous... Mais cela dit, moi, tu m'as fait venir parce que j'aimerais bien qu'on parle aussi d'autre chose que d'Emmerich. J'aime beaucoup la saga d'Emmerich, mais il y a, ça ne résume pas la totalité, très loin de là, de l'œuvre de Valerio. Parce que il y a quand même toute une partie de l'œuvre de Valerio qui est passionnante et qui est aussi prolifique. Aussi, je ne sais pas combien de livres en fait. J'ai renoncé à compter. 25, je pense, quelque chose comme ça. Comme 60 hein. 60. 25, 25. 25. Bah oui. à peu près. Oui, toi tu les connais tous. Et puis c'est pas des petits livres à chaque fois, donc c'est vraiment chaque fois des gros livres et qui parlent, dans lesquels il y a toute l'histoire propre de Valerio aussi qui réapparaît, dans la mesure où ce sont des livres qui sont d'une certaine manière des livres d'histoire, parce que Valerio a une formation d'historien, et qui sont aussi des livres politiques, politiquement engagés, entre guillemets, dans la mesure où Valerio a toujours été et est encore quelqu'un qui a des positions très précises par rapport à la société actuelle et par rapport des positions politiques très précises. Donc ces livres sont une partie essentielle de son œuvre et j'aimerais bien qu'on en parle aussi quand même. Sans vouloir diminuer l'immense mérite d'Emmerich. Hai capito tutto? Sì, ho capito.
compris très bien. Merci. Donc, Je duquel vais tu voudrais qu'on t'envoyer parle en de premier, l'argent. Serge? Non, mais parlons d'Émeric d'abord, si vous voulez. Une chose qui est frappante, moi je trouve, ça m'a frappé, je viens de lire et de relire en fait récemment donc les 10 Émeric qu'on a en français. Et alors peut-être aussi à la lumière des autres, à la lumière bien entendu du cycle du métal et notamment d'Anthracite, hein, à la lumière aussi de Nous ne sommes rien, soyons tout, qui est le seul des ports qu'on a en français. En fait, Émeric, bien que ça se passe en grande partie au Moyen-Âge, donc à une époque où la notion de lutte sociale n'existe pas officiellement, en réalité, tout le long, il y a un fil conducteur sur quand même la haine des pauvres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est clair que moi j'aime bien les personnages d'Émeric, mais j'ai voulu en faire presque un symbole de l'autoritarisme, d'une société intolérante, d'une société aussi divisée en classes. Et donc, c'est un symbole négatif qui reflète beaucoup ce que je vois autour de moi. Vous m'entendez? Oui, oui. Oui, oui, on t'entend. Oui. Oui. C'est plutôt clair, je crois, dans le premier des livres du cycle du métal. C'est-à-dire, je fais le portrait d'une société qui devient de plus en plus froide. Donc, une société qui peut rassembler par ses valeurs à la mentalité, à la psychologie de l'inquisiteur, qui est quelqu'un qui veut exercer un pouvoir total. Il l'attribue à Dieu, mais en réalité c'est lui qui est Dieu. Après, à la fin du cycle, on commence à percevoir ça. Un pouvoir total en dominant les âmes et les esprits. Il est très différent d'autres de mes personnages. Par exemple, j'écris des bouquins sur un personnage qui peut lui ressembler un peu. C'est-à-dire, c'est Pantera, un pistolero western. Un personnage que Mais j'adore, moi. Pantera ne veut pas exercer un contrôle. Il est, comme caractère, pourrait paraître Émeric, mais en réalité, il ne voudrait avoir aucun suiveur. Il voudrait être seul, il est un solitaire. Au contraire, Émeric veut dominer, veut contrôler et subordonner tout le reste du monde à sa vision du monde même, qui est une vision terrible. Il est psychologiquement, on dirait, un schizoïde. Eh bien, moi je crois que la majorité de ceux qui nous gouvernent sont des schizoïdes, exactement comme lui. Lui, il est presque on dit, c'est une synthèse de ce qu'il y a de pire parmi ceux qui nous commandent. Et donc, je pourrais continuer, mais en tout cas, le dessin, c'est celui-ci, de faire voir d'une certaine façon les pouvoirs qu'il y a autour de nous, mais en les rendant charmants. C'est ça le truc. C'est-à-dire que Émeric est totalement fascinant, je trouve. Mais il paraît que mes lecteurs aussi. C'est qu'ils ont dans soi-même une petite partie d'Émeric. Et donc bien, il est mort.
de sa mort, de faire voir qu'il existe aussi lorsqu'il n'est pas là. Que c'est toute une vision du monde, du contrôle des pauvres, oui, mais de n'importe qui, soumise à sa vision, qui est la vision du pouvoir absolu. Pour le moment, je m'arrête. Je fais beaucoup de fatigue à crier. Je dois dire que j'ajoute seulement cette petite chose, que les éditions italiennes sont pires comme style de celles françaises, puisque je suis traduit par de grands auteurs avec lesquels je n'accorde, ils me donneront de l'argent pour ce que je viens de dire. Sont des très bons romanciers. Je conseille ce livre que j'ai reçu aujourd'hui par poste. Ça y est. Parmi les autres noms, il y a aussi écrit Jacques Barbery. Et Serge Guadagnini écrit même plus que moi. Chaque jour, j'ai découvert qu'il y a un bouquin qui s'appelle Madame Courage. Je ne connaissais pas du tout. Comment ça, tu ne connaissais pas alors? C'est pas Hier, possible. j'ai voulu voir ce qu'il avait écrit de nouveau. Et si je le fais chaque mois, peut-être je trouverai quelque chose tous les mois. C'est ça. Non, mais je crois, Valerio, que tu es quelqu'un qui m'impressionne beaucoup par la quantité de livres et surtout la quantité de pages que contiennent tes livres. Parce que pour ce qui est du nombre tu vois, j'avais dit qu'il fallait qu'on vienne avec des verres de bière à la main pour te parler. Et je vois que tu n'es pas... Voilà, je vois que j'avais raison. Bière artisanale. C'est de la bière artisanale. La bière artisanale, tu vois, ici, malheureusement, c'est difficile. On est à Paris. Quand tu viendras me voir dans le Limousin, je te ferai boire de la bière artisanale. Non, mais je suis toujours très impressionné par l'énormité du travail que tu fournis, qui touche à la fois des domaines extrêmement variés. C'est aussi bien la révolution mexicaine que le syndicalisme révolutionnaire dans les ports, et enfin, cela dit, il y a quelque chose sur lequel j'avais envie, moi, de t'interroger, c'est le choix de ce genre, qui est le genre aurore. C'est toi-même qui m'a expliqué que pour toi, Emmerich appartenait au genre aurore, si je me souviens bien. Non, il appartient à tous les genres. C'est évident. Il y a de la science-fiction, il y a de l'horreur, il y a... C'est parce qu'au départ, ça a été publié dans une collection qui était vraiment une collection collection populaire, qui était comment ça s'appelait la collection? Urania. Urania. Je m'en Je d'adore. vous fais voir si vous attendez. Oui, montre-nous c'est ça. La première édition. Mon premier roman. Et Urania, c'est ce qui est vendu en presse, c'est ça? Tu étais vendu en kiosque, Ah, c'est un canal kiosque, Galaxy Bis. Ah, c'est des pulps. comme les Gialli Mondadori. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. C'était vendu en kiosque, non? C'était negli edicoli. Elle a venduto negli edicoli, non? Il avait une vie limitée, c'est-à-dire que ça durait un mois, après on changeait de titre. Oui, c'est ça. Ouais. J'en ai fait 3 comme ça, qui étaient payés presque rien, très très peu. Mais Comme moi par j'ai eu de la rivage. chance, j'ai eu de la chance puisque on calcula, dans mon cas, combien de copies on avait vendues. Et
de copies puisqu'il fallait couvrir tous les kiosques d'Italie, 30 000 à peu près. Mais normalement, pas plus que 6 000 exemplaires. Dans mon cas, j'ai eu une fortune. Le directeur de la collection changea et celui qui entra a voulu contrôler combien de copies on vendait. Et donc, il découvrit que j'avais vendu 17 000 copies, ce qui était énorme par rapport à la vente moyenne. De là sont commencées mes fortunes. Maintenant, je suis en baisse. Oui, à propos de genre, tu avais dit, je crois que tu faisais en fait que ta littérature, c'était une littérature de l'inquiétude pour déstabiliser le lecteur qui était différente de ce qu'on peut appeler le mainstream ou la littérature blanche qui est à l'opposé de ça en fait. Et que toi, c'était en fait, tu appelais ça littérature de l'inquiétude. C'est exact ? Oui, c'est la voie que j'ai choisie pour mettre dans la littérature de genre des thèmes complexes. Je ne serai jamais un auteur de best-sellers, de vrais best-sellers, puisque je ne suis pas capable d'écrire de la littérature seulement plaisante, pour se distraire. Moi, j'écris des choses qui, sans des effets sanglants et tout ça, peuvent inquiéter, en effet, perturber, laisser un signe sur le lecteur. Donc, il y a des romanciers populaires ou pas populaires italiennes qui vendent des quantités incroyables de copies de leurs bouquins. Mais c'est le fait qu'ils ne veulent pas blesser le lecteur. Ce sont des récits, quelquefois bons, quelquefois mauvais, assez neutres, qui ne dérangent pas. Je ne sais pas, on dit qu'on fait, je ne sais pas si c'est vrai, j'ai signé le contrat pour faire une série télévisée. Mais ce que propose la télé italienne est complètement différent de ce que j'écris. C'est le contraire. Moi, je ne suis pas là, comme disait Jésus-Christ, pour porter la paix, mais l'épée. Oui, en ce qui concerne le personnage d'Emmerich, par rapport à cette notion de fascination et à la fois de monstruosité, tu disais que, je crois aussi que, en fait, c'était au lecteur à faire le choix entre le bien et le mal, et pas, ni au héros, ni à l'auteur, en fait. Et ça aussi, c'est une façon de déstabiliser, en fait, le lecteur, d'ajouter une complexité de réflexion, en fait, sur le sujet, quoi. Oui, c'est au lecteur de choisir. Je dois dire que dans le cas italien, je connais bien seulement celui-ci, la majorité des lecteurs tombent amoureux de Emmerich. Peut-être que les Italiens sont comme ça. Mais lorsque je rencontre, d'ailleurs, la première critique très positive me vient du quotidien des évêques. Ils se reconnaissaient complètement dans les évêques. Je crois que, en réalité, lorsque je connais ces gens directement, mes lecteurs, ils sont des personnes tranquilles, paisibles, sympas, humaines, tout le contraire de mon personnage. C'est peut-être aussi une voie de délivrer les esprits secrets de
En tout cas, je m'amuse beaucoup à les rendre mauvais. Puisque c'est aussi un bénéfice pour moi qui, lorsque j'ai terminé un de ces romans, je suis sans doute meilleur, puisque tous les pires qu'il y avait en moi, je l'ai mis dans les romans. Justement, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu fais aussi, et qui interroge quand même, c'est pourquoi tu choisis toujours d'avoir des personnages très négatifs, très méchants en fait. C'est comme le personnage de Saremotu, Soyons tout. C'est un personnage vraiment répugnant. Et chaque fois que je t'en parle, ça te fait rire. Alors, j'aimerais que tu nous en parles un peu de ça, de ton plaisir à utiliser des personnages répugnants. Peut-être parce qu'ils te ressemblent un peu, alors. Pardon, continue. Comment ? Il t'a pas entendu. Je disais, peut-être parce qu'ils te ressemblent un peu. Peut-être que oui. Je veux dire à propos de ce roman que les premiers traducteurs qui avaient été envisagés étaient Doug Edline, vous connaissez tous, presque tous. Eh bien, il refusa absolument, puisqu'il ne voulait pas vivre des mois avec un tel personnage. Moi, j'ai vécu un an, mais ça c'était très différent d'Émeric. C'est-à-dire qu'Émeric a sa grandeur. C'est vrai. Est-ce qu'on peut fumer dans les librairies, dans cette librairie? Moi, je fume. Excusez-moi. Ah ouais. Ah bah oui, toi tu peux fumer, tu as le droit de fumer. Voilà, le rire d'Émeric. Vous entendez le rire d'Émeric. Le rire satanique d'Émeric. J'étais sûr qu'on l'entendrait. Ça m'amuse de Diabolique. En tout cas, en continuant ce discours, le personnage n'a aucune grandeur. Celui en France, ça s'appelle Ne sois rien, soyons tout. N'est-ce pas? Oui. Le personnage vraiment ce qu'il y a de pire. Mais je voulais qu'il était comme ça. Je voulais écrire toute une histoire où quelqu'un qui est le plus dégueulasse du monde, pendant des dizaines d'années, continue à faire le mal. Jusqu'au final, lorsqu'il tombe presque d'un moment à l'autre. Moi, oui, je sais que des lecteurs ont trouvé presque inacceptable cette figure. Mais moi, je l'adorais. Je l'adorais puisque je voulais ça. Je voulais, c'est un mafieux, le personnage. Il n'est pas du tout semblable au parrain. Il n'est pas du tout semblable. Je crois qu'il ressemble assez au vrai mafieux. En tout cas, il est quelqu'un qui combat surtout les syndicats. C'est un agent de la réaction sans avoir aucune idéologie. En effet, il n'est pas fasciste. Il fait son sale travail. Il a aussi des goûts sexuels un peu particuliers quand même. Hein. Pardon? Il a des goûts sexuels un peu particuliers aussi. Oui, je les ai pris d'Hitler. Hitler? Oui, Ah, parce qu'Hitler, il aimait bien qu'on lui fasse pipi sur la tête, c'est ça aussi? Il aimait se faire pisser dessus. Tu spoil là. Spoiler. J'ai pris le documentaire sur la vie d'Hitler. Ah oui. Moi, je sais ce que tu aimes aussi, mais
en tout cas, ce n'est pas de toi qui vient l'inspiration, c'est Adolf Hitler. Je prie un peu, à part ça, je prie si elle a des caractères négatifs de l'histoire, j'ai mis ensemble les pires des pires. Je voulais faire une suite où il gagnait en réalité, puisque on sait que les combats contre ce type de figure récemment finissent très mal. Et ce sont ces personnages-là qui dominent la scène, je crois. Mais j'ai fait au contraire un roman tout à fait différent qui n'a pas été publié en France, qui s'appelle One Big Union. Et c'était le syndicat français CNT qui voulait le publier. One Big Union. Après, j'ai perdu le contact, je ne sais plus rien. Où les personnages étaient beaucoup moins mauvais, mais c'était l'ensemble, c'était la société, qui était, les pouvoirs qui étaient les vrais protagonistes du pire. Bien, moi, j'ai créé aussi des personnages sympathiques dans ma vie. Peu, très peu. Il y a des personnages sympathiques dans ce que tu écris? Pardon? Est-ce qu'il y a des personnages sympathiques dans ce que tu écris? Oui. J'en vois pas trop quand je réfléchis. Mon dernier roman, qui a maintenant c'est sorti le troisième et dernier volume, ce sont 1500 pages. Et c'est l'histoire pratiquement du mouvement ouvrier dans ma région, Ah oui. du commencement jusqu'aux années 50. Et là, il y a des personnages vraiment sympathiques qui font rire, puisque en France on ne connaît pas ça, mais j'ai aussi une petite veine humoristique. Et j'écris aussi des petites nouvelles qui font rire. Ça semble étrange. Normalement, je l'écris aussi très récemment, puisqu'on met derrière mes livres en Italie, ce ne sont pas les couvertures merveilleuses de Revolte, on met de mes photos d'il y a 20 ans, où les photographes me recommandent d'être très sérieux, quelqu'un qui pense tout le temps, ou toujours comme ça, qui réfléchit sur le gros problème du monde, quelque chose triste, qui parviennent à me connaître, moi je me fais voir assez peu, c'est que ce n'est pas exactement C'est comme vrai, ça, c'est vrai. je vous en ai On peut en témoigner tous les deux. Mais tu as aussi un humour qui est assez particulier. Tu as passé ton temps à me dire que je t'emmenais dans des mauvais restaurants en France, je te signale. Ah oui, ça c'est... Mais c'est pas de l'humour, ça. Parle-lui un peu des lyriques. C'est sur là, étant voué à la cause des prolétaires, aime manger ou mange non pas les prolétaires moyens, mais les pires. Ils aiment les lieux sales. Ils aiment... moi je fume chez moi, mais pas dans le restaurant, mais ils aiment la fumée. Quand de fumer dans la salle. Ils aiment qu'on crache. Non, j'ai un peu. Mais ces côtés populistes, ces subversifs notoires, m'a entraîné dans les pires boîtes de Paris. Sauf une fois, un restaurant japonais qui était presque
Pas du tout. Pas complètement, mais Putain. presque. Il est d'où en Italie? Moi, j'avais Bologne. une autre question sur Emmerich, qui est, je trouve frappant qu'il y ait présent du début à la fin dans les 10 tomes toute cette tradition peut-être du roman feuilleton, vraiment de la littérature populaire, où on ne sacrifie jamais le fait que c'est de l'aventure, il y a de la péripétie, il y a des rebondissements, ça se bagarre, et en même temps, dans tous les interstices, il y a justement du social, du politique, et dans le cas d'Emmerich tout particulièrement, du psychologique, du psychanalytique, aussi bien personnel, quand on parle d'Emmerich notamment, et de ses phobies, de ses haines, qui sont quand même des haines sérieuses, hein, mais également de tout ce qui est psychologie ou psychanalyse collective, et tout ce qui est archétype, Jung, Adler, qui sont quand même très présents, parfois officiellement, il y a les noms, et puis parfois c'est insidieux, et il y a tout cet énorme bagage scientifique et psychologique. Wilhelm Reich aussi. Et Wilhelm Reich aussi. Et voilà, Tu sais que Emmerich, Valerio, Valerio est invité chaque année, enfin je ne sais pas si c'est chaque année, mais en tout cas il a été invité longtemps par l'association des psychanalystes reichiens à faire des interventions. Voilà, mais donc moi j'avais un peu ces deux questions, c'est comment ça s'est cristallisé, cette façon de faire du roman populaire réel, et en même temps très exigeant avec beaucoup de contenu, mais où c'est pas des discours, c'est dans la trame de la narration. Et puis effectivement cette puissance de psychologie en fait qu'il y a autour d'Emmerich et autour de ce qui modèle la société au Moyen-Âge comme après. Oui. Commençons par la passion pour l'intrigue, disons. À ma droite, vous ne le voyez pas, mais il y a la collection Rocambole de l'édition Marbou géant, que j'ai acheté tout jeune. Par là, il y a Fantomas. Et derrière moi, mais en seconde ligne, il y a Arsène Lupin. Donc, la passion pour les romans populaires est ancienne. Lorsque j'ai pu faire ce que je voulais en écrivant, j'ai choisi de cultiver un peu mes passions de jeunesse. J'écris aussi j'écris 3 tomes sur le pirate de la Tortue, par exemple. Bien, à part ça, il faut comprendre comment est né Emmerich. C'est-à-dire, lorsque j'étais étudiant à l'université, et immédiatement après être sorti de l'université, j'avais très peu d'argent. Et pour vivre, pas pour vivre, j'avais une famille, mais pour gagner un peu de pognon, je faisais ce qu'en anglais on appelle le ghostwriter, l'écrivain fantôme. C'est-à-dire, j'écrivais des textes pour des gens qui ne savaient pas écrire. Ils avaient les idées, ils avaient le thème, mais ils en étaient incapables. Donc, j'écris des manuels de cuisine, des choses étranges. On me payait un peu. Et j'écris même des textes comment dit-on? Les sons tombés parce que c'est compliqué. Hydraulico, c'est... De plombier. Qui a écrit des manuels de plomberie. Et je suis tombé sur ce n'était pas exactement un psychiatre, neuropsychiatre, mais surtout psychothérapeute, qui voulait écrire un très gros manuel, un très gros livre en 3 tomes initialement. Eh bien, j'étais en train d'écrire un
De Saint-Mauvais. Saint-Mauvais. C'était déjà Emmerich en fait. C'est devenu Chérodec, Hmm. mais 8 ans après. J'ai commencé à écrire ce texte où il y avait les fantômes de l'inquisiteur. Avant tout, j'ai trouvé le nom de l'inquisiteur dans une histoire de l'Inquisition. Je n'en savais rien. Il s'appelait Emmerich. Il avait écrit un gros texte sur les règles de l'Inquisition. Et j'ai pris ce nom, simplement. J'aimais beaucoup le son de son nom. Il est un son tranchant. Bien. Il n'avait pas de personnalité. Mais pendant ce temps, j'ai travaillé à ce texte de psychologie. Et je suis arrivé à un chapitre qui s'appelait la subpersonnalité schizoïde. J'ai commencé à lire et j'ai dit, c'est moi. Il y avait toutes mes caractéristiques les pires. Je n'aimais pas être touché, j'ai détesté les insectes, toutes des choses compliquées. Alors j'ai pensé, je ne ferai pas de l'inquisiteur un fantôme, je lui donnerai de la chair et une personnalité qui reflète le pire de moi-même. Et c'est comme ça qu'est né Emmerich. Après, il faut remarquer qu'au commencement, les cloches de Saint-Mauvais était une nouvelle je pensais, d'une vingtaine de pages. Mais j'ai beaucoup d'intérêt. Et lorsque je trouve une poussée suffisante, je ne m'arrête plus. Et donc, je mets tout ce qui m'intéresse en quelque chose, en quelque sorte. C'est pour ça que dans mes livres, on trouve un peu de tout. Mais on trouve aussi l'actualité. Je suis assez intéressé à l'actualité. On trouve la psychologie. Après ces rencontres avec les psychothérapeutes, je fus intéressé par les livres qu'ils me donnaient à lire. Et donc, il y a un roman où Wilhelm Reich est protagoniste, presque. Et des autres qui sont inspirés, au contraire, par Jung. Chérodec même, Mater Terribilis, etc. Donc, je fais ce potpourri de tout ce que j'aimais. Heureusement, je n'aime pas les romans roses, sinon vous auriez trouvé aussi ça. Je ne suis pas un lecteur de pornographie, donc il n'y a pas de scène de pornographie. J'avais lu des romans de guerre, surtout d'un auteur, on dit anti-nazi, mais au contraire, à mon ami, il était nazi, qui s'appelle Sven Hassel. Et donc, j'ai mis des scènes de bataille. Qui ça Sven Hassel. Terriblement sanglant, qui étaient prises de là. Donc, c'est tout un ensemble qui est compliqué comme ma mentalité. Mais maintenant, ça devient, je finis puisque je parle trop, je suis en train de terminer toute ce phase. Maintenant, je ne me rappelle plus rien. Avec l'âge, une vie par moments difficile, j'ai commencé à perdre la mémoire. Et maintenant que je dois faire revivre Emmerich, j'ai dû relire presque tous les bouquins antérieurs, puisque je ne me rappelais rien. Il y a dans ce bouquin, il y a un personnage qui s'appelle le père Corona.
Giacinto. qui était son associé dans la première aventure. J'ai cru qu'il était mort. Au contraire, j'ai relu, et j'ai vu qu'il était vivant. Et donc, je l'ai récupéré, et la prochaine aventure qui se passe en Allemagne, à Prague, aura à côté d'Emmerich ce monsieur-là. Mais je suis à la fin, je me rends compte. Donc il y aura autre 10 volumes d'Emmerich. Puisqu'au commencement, j'avais promis, j'avais déclaré que j'avais matière pour une écrire verte. Donc il faut que je continue avec une nouvelle série, aussi parce que Emmerich m'est beaucoup plus payé que le livre sur les socialistes et donc je continuerai, mais je doute que je pourrais être si cohérent puisque j'oublie tout. Mais parce que en dehors du cas donc du père Giacinto, Corona que vous mentionnez, c'est vrai que à moins que ça ait vraiment beaucoup changé, comme vous le disiez, moi je trouve que c'est frappant puisque les 10 tomes n'ont pas été publiés dans l'ordre chronologique d'Emmerich. Ce qui fait qu'il y a des choses qui se passent, qu'on lit en deuxième si on les lit dans l'ordre, et après il y a des événements qui se sont passés 6 ans avant, ou 8 ans après, et moi je viens juste de les relire là en un mois, et j'ai pas trouvé, à part effectivement qu'on ne sait pas quand Giacinto est mort, mais en dehors de ça, j'ai pas trouvé d'incohérence. C'est-à-dire que Mais il est pas mort. si. Non, si, parce que dans le tome 10, on nous dit qu'il est mort à un moment, mais on ne sait pas quand, enfin ni comment. Mais après, on n'est que en 1372, Oui, il y a encore pas mal de d'accord. place. Mais j'ai trouvé que c'était incroyable, parce que il y a un truc qui se passe en Savoie, qui mentionne des choses qui se sont passées à Castres 6 ans avant, et on apprend après, et tout fonctionne. C'est-à-dire qu'au tome 8, on va trouver les événements qui finalement viennent expliquer, combler un interstice, et ça marche. Alors que, bon, dites que vous vous souvenez pas... Une fois, à ce temps-là, j'étais plus brillant que... En tout cas, oui, c'est vrai. Il y a aussi des choses que je n'ai pas encore expliquées totalement. Et le lecteur ne s'en aperçoit pas. Mais il y a des choses que je voulais développer dans les prochains romans. Des personnages, des situations. Si on regarde bien, c'est une petite cosmologie qui sort de toute cette série. Ce n'était pas complètement mon intention, mais c'est devenu comme ça. J'ai choisi du premier moment de ne pas faire une série chronologiquement ordonnée, puisque au commencement cela devait être un seul roman qui n'était pas Nicolas Emmerich Inquisiteur, c'était les chaînes d'Emmerich, le premier roman, où il mourait. À la fin du roman, il mourait. Mais avant de le consigner, je pensais, mais je ne peux pas le laisser tomber comme ça. Il me plaît trop. Et donc, j'ai trouvé la moyen de le faire vivre. Mais cela devait être un. Mais je voulais surtout des romans qu'on pouvait lire, sauf peut-être le dernier. On pouvait lire sans avoir lu d'autres de la collection. Ça a marché puisque ça a plu au public. Quelqu'un lit le roman numéro 12, non pas 12, 6, eh bien, il trouve une histoire complète et il a envie de lire ce qui se passait avant. Mais où il ne trouve pas réellement les
cohérent sur ce qu'il vient de lire. C'est une autre histoire, mais tout l'ensemble compose un cadre. Il y a- Je suis le pensant du travail contemporain. Je pense que c'est suffisant. Mais sur la question de cohérence, là où je trouve qu'il y a quand même à la fois une deuxième prouesse et puis un vrai intérêt narratif dans l'ensemble, c'est qu'il n'y a pas que la chronologie Moyen-Âge d'Emmerich qui fonctionne. Il y a aussi la manière dont les différentes découvertes scientifiques dans le futur, les réelles, celles qui sont de la fringe science d'aujourd'hui et celles qui sont complètement inventées pour aller plus loin, plus tous la façon dont les États se sont délités, se sont devenus différents, que se sont transformés en des choses assez monstrueuses. Ça, également, dans les 10 livres, ça s'intercale, ça vient expliquer finalement une chose qu'on ne savait pas encore, mais on se doutait bien qu'il y avait dû se passer quelque chose de terrible, et que là aussi, il y a une cohérence extrêmement forte qui se dégage peu à peu, et où on n'a pas non plus besoin de le lire exactement dans l'ordre. Oui. Oui, ça c'est la partie la plus cohérente peut-être, puisque c'est les côtés science-fiction. Et dans la science-fiction, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de l'histoire du futur. Moi, j'ai un dessin assez clair de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on commence avec des petites questions, les psytrons dont on parlait dans les premiers romans. Ce sont toujours des théories existantes, très minoritaires, très peu acceptées, mais ce n'est jamais totalement de la fantaisie. Et après ça, on passe chaque fois à une autre phase jusqu'à la chose qui m'intéresse encore le plus, c'est-à-dire une guerre basée sur les illusions. Une guerre qui voit les rêves, c'est-à-dire que le contrôle mental est devenu tel qu'on peut suggérer des hallucinations, des choses qui n'existent pas. C'est ce que nous avons vu pendant toutes les dernières guerres qu'on a eues et celles qui se passent encore aujourd'hui. C'est-à-dire les conditionnements mentaux. On ne sait plus quelle est la vérité et ce qui ne l'est pas. Et donc, on finit par des guerres d'hallucination. Il y a quelque chose qui n'a jamais été traduit en France. C'est-à-dire, c'est une nouvelle d'Emmerich, pas une nouvelle. Oui, c'est une nouvelle très courte, distribuée dans les universités. C'était payé par l'université de Padoue. Ça ressemble un peu, ça a été transformé dans la lumière d'Orion. Mais toute la première partie, il y avait des autres morceaux qui étaient basés sur la grande force négative que j'appelle Rache en allemand. Une société qui fait la guerre pour conquérir le monde. Et on parlait de la Rache du Moyen-Orient qui détruisait les lieux de culte, par exemple d'autres religions. Et moi j'écris tout ça bien avant que donc j'ai commencé à douter que je prévois trop de choses. Et j'espère que pas toute ma vision soit réalisée, puisque vraiment j'ai des fantasies horribles à ce propos. Heureusement, moi, comme Emmerich, je suis une espèce de muse. Et donc, vous allez
mais moi non. Il y a un autre aspect dans ce que tu écris qui n'a pas de rapport direct. Oui, on peut dire aussi peut-être qu'il y a un rapport direct avec le monde moderne. C'est la haine de la femme qui est chez Emmerich. La haine et la peur de la femme. Oui. Le mélange de haine et de peur. Et puis en plus, son rapport avec sa mère, qui s'appelle Luz, Lumière. Et tout ça, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Oui, évidemment, il y a à la base les rapports avec la mère, et dans les derniers romans, c'est explicité, puisqu'on parle de la jeunesse d'Emmerich. Dans l'édition italienne, la photo qu'il y a derrière le livre est une photo de moi enfant. Ce n'est pas mal. Finalement quelque chose de joli, de agréable. Eh bien, c'est ça la question. C'est le rapport avec sa mère qui est à la base de toute son évolution. Mais il change de comportement, puisque à la fin d'un certain roman en avant, il commence à être séduit aussi. Il déteste les femmes. Dans les premiers romans, il avait transformé les femmes paganes en sorcières pour mieux les détruire. Puis il a continué, mais dans Picatrix, il rencontre une femme très particulière qui a de l'attrait sur lui. Dans les châteaux d'Emmerich, ça devient même exagéré. Des lecteurs m'ont accusé de l'avoir rendu trop humain. Oh, ça va quand même. Hein. Tout fait châtrer serviteur. Mais en tout cas, c'est un moment particulier qui correspond à ma vie même. Mais il y a du public ou c'est seulement vous trois? La vérité, c'est qu'il commence un parcours de changement à travers l'amour, en quelque sorte. Il ne sera plus si cruel avec les femmes après. Un peu, mais pas trop. Et dans les derniers volets, on saute 35 années. On passe à sa mort, et on voit que la femme qu'il avait persécutée au commencement du livre était enfin devenue sa compagne. Sa copine, pardon. Donc, c'est une évolution. Je ne voulais pas représenter toujours le même personnage, mais les changer un peu de roman en roman. Lorsque j'ai eu la liberté de le faire, puisque au commencement j'avais à disposition 150 pages, je devais résumer tout en bref. Après, quelques romans, je les ai élargis. Je les ai agrandis. Et surtout, j'ai eu à disposition un numéro de pages suffisant pour cultiver un peu plus ces aspects. Donc, raffiner un peu ma prose qui n'est pas très raffinée, elle est très normale, je crois. Je ne fais pas des expériments stylistiques, je fais des expériments de contenu plutôt. Et donc, je dis tout ce que je devais dire. Je ne sais pas ce que vous voulez. Si j'ai rendu l'âme au diable, oui. Mais c'est vrai qu'au fil des volumes, il y a un certain nombre de sujets, de phobies ou de caractéristiques d'Emmerich sur lesquels, pour employer un mot qu'on entend beaucoup ces temps-ci, il s'est vraiment radicalisé. Enfin, moi je trouve qu'il a beaucoup plus... La phobie avec les insectes est beaucoup plus forte à la fin qu'au début. La haine des franciscains et de tout ce qui ressemble à
à défendre un peu les pauvres et tout, c'est encore pire au début, à la fin qu'au début. Alors qu'effectivement, l'endroit où il y a, et on ne parlerait certainement pas de rédemption pour Emmerich, ça c'est sûr, mais l'endroit où il y a eu une évolution, où il y a quelque chose qui s'est humanisé, c'est vraiment autour des femmes. Oui, c'était mon projet. En effet, il a des côtés aussi très humains. C'est une des raisons de ce charme. Il est trop intelligent pour être seulement brutal ou quelque chose comme ça. Il s'efforce d'imposer des règles avant tout à soi-même, puisqu'il serait amené à se détacher un peu de sa personnalité, mais il veut être comme ça, il veut être dur. Donc il y a des moments où il prit des positions qui... une fillette m'écrivit lorsque c'était chez Rodin, je crois, en me reprochant qu'à la fin du roman, Emmerich se trouve sur une passerelle avec une fillette et pourrait facilement se sauver s'il la fait tomber. Et il ne veut pas. Et cette lectrice m'a dit, mais ça c'est une chute, ce n'est plus Emmerich. Non. En effet, il n'est pas Hitler dans ce côté. Il n'est pas un personnage diabolique. Il croit en ce qu'il fait. Mais ce n'est pas pour méchanceté. C'est très rare qu'il torture, par exemple. À part que c'est vrai que l'Inquisition du Moyen-Âge ne torturait pas comme plus tard celle espagnole, par exemple, ou même celle romaine. Emmerich écrit qu'un interrogatoire sous torture n'ont pas de garantie que la victime dit la vérité. Mais il ne fait pas ça, pas pour, il a une autre vision, c'est-à-dire il aime manipuler à distance. Il n'aime pas se tacher de sang ou des choses comme ça. Il veut manipuler les esprits, les personnes, les âmes. Donc, c'est une figure qui n'a pas une seule couleur, je crois. Je suis en train de parler de tout ce que je voulais faire. Je ne sais pas, je ne peux pas avoir la certitude d'y être parvenu. Mais en ligne générale, c'était ça. Un personnage mauvais, mais pas si mauvais. Aussi parce que ses ennemis sont beaucoup pires que lui. Ses ennemis, y compris les hérétiques qui peuvent susciter sympathie, ne sont pas à son niveau d'intelligence. Il est presque seul dans son combat. C'est un surhomme assez humain, mais mauvais. Ça, il n'y a pas de doute. Mais pas si mauvais d'être sale. Jamais. Comme l'heure tourne, on va se diriger en fait vers la conclusion de cette discussion. Donc moi je tenais à dire vraiment merci infiniment Valerio Evangelisti pour avoir créé au fil des années une pareille galerie de personnages, dont effectivement peut-être le plus abouti dans son ampleur c'est Emmerich, mais on n'oublie pas tous les autres, même si malheureusement pour l'instant en français on n'a pas la chance de les avoir tous, parce qu'il reste encore à de nombreux
textes à traduire, et on espère que Lavelt ou d'autres nous en régaleront prochainement. Mais en tout cas, vraiment, comme on l'a dit au début, c'est vrai qu'on connaît peu de personnages qui ont su prendre une telle stature, et tout en restant des personnages justement populaires, distrayants dans le bon sens du terme, des personnages d'aventure, qui en même temps nous forcent autant à réfléchir sur plein de choses en même temps. Et c'est vraiment donc un immense service que vous nous rendez. Donc moi je tenais à vous en remercier. Et peut-être voilà. C'est moi qui vous remercie. Ça c'est un discours, je l'ai fait un peu plus compliqué de ce que je pensais, en commençant à parler. C'est-à-dire, je suis traduit ce livre ou l'autre dans 17 pays. C'est pas mal. Hein? Ah, c'est pas mal. Hein. Ce succès que j'ai eu vraiment a été en France. Pourquoi? Parce que j'étais très conditionné par une certaine littérature, haute ou basse, française. Donc, je crois être... je veux dire que je n'aime pas du tout la France d'aujourd'hui. Tu n'es pas le seul. J'ai mes raisons. Mais pas les Français, je ne parle pas des Français, je parle de ceux qui le gouvernent. Mais dans le passé, la culture française m'a très frappé, puisque aussi il y a cet amour français pour les mauvais sujets. Pour les bâtards, les personnes. Si vous lisez des livres policiers italiens, on dit noir, mais en Italie, ils ne sont pas noirs du tout. Si vous lisez des livres policiers, vous allez trouver toujours des policiers gentils, intelligents, très bons, complètement différents de ce que je vois dans la rue. Au contraire, en France, il y a, ça diminue un peu toujours la même chose, mais il est difficile de trouver des policiers sympas dans la littérature policière. Donc il y a cet esprit communal qui m'a conditionné. Pas toute la culture française, mais celle-là, oui. Et je dois dire que les deux messieurs qui hantent votre librairie font partie de mon même genre humain. Donc, les questions successives, posez-les à elles, puisque je m'en vais, puisque je suis fatigué. Alors, merci beaucoup. Merci Valérie. Merci à la honte qui a ressuscité Émeric, qui était presque mort. C'est tout. Merci. Merci. Merci Au revoir, à Valérie. vous. Salut Valério. Ciao. Ciao, ciao. Alors, on voulait vous dire quelques mots en profitant donc de la présence en tant que traducteur et que fin connaisseur de Valerio Evangelisti, de Jacques Barberi et de Serge Cadrupani. On voulait vous dire juste quelques mots en passant sur leurs autres facettes, celles d'écrivains. En sachant qu'ils ont tous les deux écrit pas mal de textes, et on va donc pas parler de l'ensemble de leur œuvre ce soir, parce qu'on n'a qu'une seule possibilité d'utiliser une heure avec un auteur. Moi, je tenais à dire un mot sur les trois derniers romans et sur le dernier essai en fait de Serge Cadrupani. Pourquoi ? Parce que bon, Serge a écrit vraiment beaucoup de choses passionnantes ces dernières années, mais je trouve que le personnage de commissaire italienne qu'il a créé, donc alors peut-être parce que c'est le plus italien de nos auteurs français, et qu'à force de traduire aussi des gens comme Andrea Camilleri, Valerio Evangelisti bien sûr, mais aussi Massimo Carlotto et un certain nombre d'autres, il a Serge une connaissance de tout ce qui est l'appareil juridico-policier en fait italien dans la durée qui est impressionnante et qui lui a permis de créer donc une commissaire, Simona Tavianello, qui
évolue vraiment dans l'Italie d'aujourd'hui, dans ce qu'il y a de plus terrible, dans ce que dénoncent par ailleurs des gens comme Roberto Scarpinato sur le retour du prince, sur tout le mélange des genres au plus haut niveau en fait dans l'Italie berlusconienne, mais pas que dans l'Italie berlusconienne, y compris dans l'Italie post-berlusconienne, si ça existe, d'une part. Mais ce que je trouve magique dans ces 3 romans, donc Saturne, la disparition soudaine des ouvrières, où là il y a un jeu de mots bien entendu, mais les ouvrières sont peut-être pas celles auxquelles on pense, et puis Madame Courage, donc qu'évoquait tout à l'heure Valerio Evangelisti, qui se passe davantage en France et qui implique beaucoup plus peut-être d'islamisme et d'investisseurs moyen-orientaux, mais qui procède du même phénomène. Et par rapport à cette conscience aiguë en fait, sociale et politique, il y a et là ça rejoint peut-être un peu le travail aussi de Andrea Camilleri, c'est de créer un personnage qui est d'une humanité extraordinaire et assez déroutante, c'est-à-dire une commissaire qui n'est pas toute jeune, qui est un peu rondouillarde, qui est une super bonne vivante, qui aime la bouffe, le vin, la baise, et en même temps qui est d'une intelligence technique et situationnelle hors du commun, quoi. Donc moi c'est probablement un des personnages que je préfère dans l'univers du polar contemporain, parce que c'est un personnage rare, et donc je vous encourage vraiment à, si vous ne les connaissez pas déjà, ces 3 romans, à vous précipiter dessus, parce que c'est vraiment des polars d'une grande valeur, d'une grande joie à lire, et puis d'une grande acuité sur ce qui se passe aujourd'hui en Europe et ailleurs, dans le capitalisme tardif. Pour utiliser les catégories de Serge Catripani, tu veux que je dise un mot sur... Tu veux, pourquoi tu as eu envie de créer ce personnage, peut-être? Qu'est-ce qui t'a poussé? Eh bien, Simona Tavianel, je l'ai créé un peu en réaction à ce que je voyais sur les écrans italiens. Il y a eu toute une période, maintenant il y a un peu une réaction par rapport à ça, mais ça reste quand même un phénomène dominant, où il y a une image de la femme qui est renvoyée sur les écrans, qui est absolument d'une vulgarité insupportable, qui est beaucoup plus... Disons qu'elle est beaucoup plus vulgaire, cette vulgarité est beaucoup plus arrogante et présente sur les écrans italiens qu'en France. En France aussi elle existe évidemment, mais en Italie pendant très longtemps... il y a eu, et encore aujourd'hui, un des classiques des émissions populaires, c'est il y a une grande gigue avec beaucoup de nichons à moitié à poil et beaucoup de cheveux, qui est censé être le maximum du désirable, qui est avec un vieux qui est censé être très intelligent, et le vieux se moque un peu d'elle, la tripote un peu, tout ça, et ça c'est vraiment la base des émissions de divertissement italiennes. Donc, et ça, je trouvais ça absolument insupportable, et pas seulement parce que je suis profondément féministe pour faire plaisir à mes copines, mais c'est aussi parce que je me sentais humilié en tant qu'homme, qu'on puisse me dire ce qui était désirable, ce qui n'était pas, et surtout que ce qui était désirable, c'était un stéréotype et un seul, quoi, comme si on n'était pas capable d'avoir des goûts érotiques un peu variés, quoi. Bon, ça c'était donc ça a été une réaction par rapport à ça, et heureusement cette réaction s'est pas limitée à moi-même, puisque par rapport à tout ça, il y a eu un mouvement quand même dans la société italienne. Il y a eu un bon film qui a été fait contre ça, et puis il y a eu une manif de centaines de milliers de femmes à Milan par rapport à ça, sur le fait qu'elles n'étaient pas que des... Enfin, cette espèce de réaction tellement machiste, tellement envahissante, et qui était insupportable, parce que on parlait même avec des gens qui se disaient de gauche, parce que c'est le berlusconisme, mais c'est là où on voit que le berlusconisme n'avait pas de limite, dans le sens où en face de Berlusconi, il y avait la post-gauche qui est incarnée aujourd'hui par Renzi, qui était censé être moral, mais en fait, ils étaient exactement dans les mêmes systèmes de valeurs, dans le même imaginaire, dans la même... Et quand on parlait avec eux, qu'on disait quand même, c'est vraiment dégoûtant tout ça, et puis on voyait qu'ils vous regardaient d'un air de dire, ah ouais, tu dis ça, mais en fait,
vraiment, elles te plaisent ces meufs comme ça. Bon. Et ça, c'est vrai que j'avais envie de raconter que je trouvais que l'érotisme, ça peut être beaucoup plus varié dans des corps qui ne sont pas forcément des corps de couverture de magazine. Et donc j'ai eu envie de créer un personnage comme ça. Et je dois dire aussi que j'ai sans doute été influencé par le fait que dans la plupart des rencontres que j'ai fait et que je fais encore un peu aujourd'hui dans les médiathèques, à la différence d'ici, la différence notable d'ici, la plupart des personnes qui sont en train de m'écouter quand je parle, ce sont des dames qui ont plus de 50 ans, qui sont plutôt rondouillettes, et en général, il y en a quelques-unes qui ont emmené leur mari, mais le mari s'endort, parce que la vérité, c'est que, sauf dans de rares endroits comme ça, les lecteurs sont surtout des lectrices, aujourd'hui, très massivement, et des lectrices d'un certain âge. Parce que maintenant, le bouquin, c'est vraiment un truc de niche, et qui est vraiment, pour les jeunes, c'est un truc, moi je suis confronté à des lycées, des rencontres en lycée, où il y a 300 lycéens à qui je parle, et je m'aperçois que sur ces 300, il doit y en avoir 5 ou 6 qui lisent vraiment des livres régulièrement. Voilà. Donc, effectivement, il y avait un côté un peu démago aussi de ma part, de vouloir faire plaisir à ces dames, pour leur dire oui, vous pouvez aussi encore être désirable. Et ça, je veux dire que ça leur fait plaisir, c'est un certain succès. Et en plus, je le pense. Donc, tu vois, voilà, je sais m'adapter à mon âge aussi, parce que sinon, on peut sombrer dans le ridicule de tomber amoureux d'une gamine, et puis on en souffre beaucoup. Enfin, ça fait des bons livres après. Hein, mais, voilà. Donc, ce personnage de Simone, je l'ai créé comme ça par envie de créer un personnage qui soit pas de toute première jeunesse, et en même temps qui aime la vie, quoi. Voilà. Et puis à travers elle de parler du monde comme je fais toujours dans mes bouquins. Ah bah c'est une magnifique création, en tout cas, merci. Et donc je voulais juste dire un mot sur un essai qui est la politique de la peur, qui a été écrit il y a plusieurs années déjà, et donc bien avant la législation d'exception et les tentatives de constitutionnalisation actuelle autour de ça, mais qui, une fois de plus, est un livre extrêmement prémonitoire, puisqu'il y a vraiment les deux aspects, c'est-à-dire en quoi un arsenal au sens législatif, judiciaire et policier. Et là, c'était la partie de cet essai donc, de 2011 qui actualisait déjà le gros travail de 1989 autour de l'antiterrorisme en France, mais qui, par la politique de la peur, montrait ses ramifications, son écho médiatique et la façon dont effectivement la peur du terroriste est utilisée de façon parfaitement organisée et sans qu'il y ait besoin d'aucun complotisme, hein, simplement de façon mécanique, pour avoir un arsenal de restriction des libertés qui est absolument contre-productif ou inutile en fait en termes de lutte contre le terrorisme, complètement superflu, mais en revanche qui a d'autres effets infiniment plus insidieux. Et que cet essai de 2011 qui est court, qui est nerveux, hein, qui est très documenté, alors qui réagissait aussi sur l'affaire de Tarnac, hein, bien entendu, mais prend une résonance particulièrement singulière ces semaines-ci, où en fait on est dans une autre échelle de politique de la peur. Alors moi je voulais parler rapidement du Crépuscule des chimères et de Cosmos Factory, ce diptyque là, et je le repose très vite parce que j'aime pas avoir des araignées dans les mains. Les deux bouquins peuvent se lire indépendamment, mais les deux résonnent vraiment beaucoup ensemble. Dans les deux on a des héros qui sont des jeunes hommes un peu paumés, entraînés par de pulpeuses héroïnes dans des aventures métaphysiques, qui sont des espèces de voyages ou de passages entre les mondes, ou soit de l'aventure purement Lovecraftienne, dans le cas notamment de Cosmos Factory, avec du tentacule et tout. C'est des visions complètement délirantes entre métaphysique et puis explications scientifiques un peu douteuses. Ça fourmille de clins d'œil à... Il y en a que j'ai trouvé, il y en a que c'est pas moi qui les ai trouvés. Philippe Joseph Farmer, Fritz Leiber,
Van Vogt, Moorcock, Lovecraft, Kadik, Jules Verne, Lewis Carroll et probablement d'autres qu'on n'a pas trouvés. C'est un millefeuille de références qu'on peut lire au premier degré comme vraiment du pulp et de l'aventure drôle, rebondissante, hilarante, et en même temps dès qu'on commence à creuser dans les couches, on se rend compte que c'est sans fond en fait. Il y a tout un tas de choses, il y a des choses répugnantes, il y a des animaux absurdes, donc notamment un lémurien alcoolique, des mondes comme des bulles, des tentacules, donc je l'ai dit, de l'humour, des dialogues bourrés de second degré, parce que ça c'est un peu la marque de Jacques Barbery. Il y a quelqu'un qui a dit son ça et son moi sont vraiment très très éloignés, ou ils sont sur moi, et ce qui fait qu'il y a toujours un décalage de... on sait qu'on est dans un livre, on sait qu'on est en train de lire un dialogue et les personnages savent qu'ils sont en train de faire un dialogue dans un livre. Mais c'est pas dit, mais ça se sent dans les dialogues et c'est vraiment très très chouette. Et je voulais passer un peu plus de temps sur Mémoire de sable, qui est le dernier titre paru, qui est une collaboration posthume avec Emmanuel Jouanne, qui est absolument magnifique. Et c'est assez marrant d'en parler après toute cette interview parce qu'il y a vachement de trucs qui résonnaient, notamment un des personnages principaux qui s'appelle Arek, qui est un inquisiteur à sa façon. Je lis juste les tout premiers chapitres où on le voit. Si je retrouve les petits passages. C'est pas le mien, celui-là. Je pouvais chercher. Il n'était là que pour détruire la complice et hôtesse des autres, cette Angelina Selene dont les rapports affirmaient qu'elle avait été contaminée. Conscient de sa haute taille, du caractère farouche de sa silhouette longiligne et plutôt solennelle, il savait qu'il devait évoquer quelque sombre guetteur d'un enfer ordinaire. Personne ne s'en étonnerait. Prince noir de pacotille d'un jeu pour adolescents, maître inquisiteur d'une nouvelle et puissante idolâtrie, excentrique de passage ou vrai flic, il s'inscrivait sans problème sur la toile de fond de ce monde trop complexe, compliqué au dire de certains, dont il n'existait aucune version sobre. Comme presque tous ses prédécesseurs, Angelina ne chercha pas à se dérober et ne manifesta aucune émotion particulière en voyant approcher cet escogriffe en noir. Son doux visage d'icône n'exprima rien lorsque l'arme au profil de jouet apparut dans la main gauche du Stadtholder. On dit Stadtholder ? Et tira sans bruit. Sa bouche esquissa un haut ravissant que le processus d'effacement commença aussitôt à gommer, s'attaquant comme d'habitude d'abord à la face et aux mains. Arek rangea posément son arme et observa. Il ne se lassait pas de ce spectacle fascinant et étrangement beau en dépit de tout ce qu'il représentait d'horreur. En vain, il allait guetter une fois de plus l'instant précis du décès. Il n'y en avait que pour 4 ou 5 minutes au plus. Et donc ça commence par une exécution, enfin un effacement, une élimination. Et puis le truc c'est que Arek aime bien faire les choses à sa façon. Suivre le règlement, c'est pas non plus... il est consciencieux mais bon, un peu à sa façon. Et le léger remords qui va pointer après cette exécution, c'est le grain de sable qui va enrayer la machine. Le fait qu'il fasse les choses à sa façon, et notamment sa façon de re-rentrer au bunker, ne va pas plaire à sa hiérarchie. Rapidement ça dégénère, il se retrouve obligé de se cacher, de fuir dans une espèce de cavale invraisemblable en compagnie d'une femme un peu tête en l'air, un peu klepto, un peu tordue, une bestiole bizarre encore qui ressemble à une chauve-souris croisée avec un porc, et un ange, ou du moins quelqu'un qui se prétend un ange. Et on a donc ça c'est le premier voyage, et puis ils sont suivis par Ko, qui est le compagnon, qui est un proche d'Arek, qui est une espèce de guerrier moine, de sage en total contrôle de lui-même, avec des perceptions, une sagesse affinée, travaillée, et ce qui n'en produit pas moins des situations totalement nawak, où il vole une girafe par exemple pour les suivre. Il s'est reprogrammé des girafes. C'est pas une vraie girafe, mais quand même. C'est un livre où les choses bougent, se transforment, changent en permanence. Il y a cette course-poursuite qui est linéaire, mais ça n'arrête pas de muter sous nos yeux. Il y a des images magnifiques, il y a des monstres, il y a des créations absolument hyper originales qui
qui prennent vie comme ça sous nos yeux. C'est construit là encore sur un lit de référence de clin d'œil aux plus grands auteurs de SF et d'autres littératures. C'est absolument fabuleux et voilà, enfin, je recommande beaucoup vraiment. Et j'ai pas forcément de questions parce que je sais pas si tu peux. Non, juste. Il y a des réponses quand même ou pas? Non, Il y a des réponses quand même. Ah non, il y a déjà pas mal de trucs qui ont été dites, là je crois que c'est bon. Non, je voulais juste te dire que bon, de bien préciser que c'est de Emmanuel Joanne et Jacques Barbery et que c'était quand même au départ, l'idée de départ vient d'Emmanuel Joanne quand même. Et voilà, il faut quand même le. Et un truc qui est marrant, Donc, alors moi j'ai pas lu Emmanuel Joanne, mais j'ai pas vu les coutures en fait. J'ai pas senti de moment où je me disais ah, bah là je suis plus dans du Jacques Barbery et c'est marrant comme ça s'est fusionné, enfin ça a bien. Et parce que tu l'as repris. Oui, il avait démarré le truc et puis il l'a pas terminé, quoi, et donc je l'ai repris, mais Emmanuel n'était plus là puisque entre-temps il était décédé, donc voilà, j'ai fini le bouquin. Ouais, Mais je l'ai au début, tu pensais qu'il y avait juste à le terminer. Oui, non, mais Pas ça c'était pas complètement, possible. mais en fait, ça il c'était fallait, pas possible. Oui, il fallait complètement il fallait se reprendre réapproprier le truc ouais. et voilà, reficeler un peu le tout, puisque lui il n'avait pas revu rien du tout. Il avait commencé à écrire le truc et puis voilà, il s'était arrêté quoi. Mais bon, c'est quand même l'impulsion et la création des personnages, c'est quand même de lui quoi. Donc je tiens quand même à ce que ça soit. Voilà, c'est une vraie collaboration quoi. C'est même posthume, mais bon. Ouais. Et il y a une superbe postface de Richard Combalo qui raconte Qui ça. explique un peu, ouais. Et voilà, moi je connaissais pas Emmanuel Joanne parce que je suis peut-être trop. Bah, il faut le lire, le le découvrir. Mais du coup, voilà, ça donne Il va y vraiment, ça avoir, donne vraiment envie et c'est hyper émouvant. Il va y avoir un livre de Joanne à la Volte. On va refaire. Oui, il faut que tu l'as. Nuage. On va refaire Nuage, oui, c'est ça. Bon, on fera un Skype. Ben, merci Avec pour. Merci Jacques, merci Serge vraiment de nous avoir accompagnés pour cette soirée. C'est dommage qu'on ait pu parler qu'une heure, c'est dommage qu'il n'ait pas pu venir. Mais Ouais, ça aurait été chouette s'il avait été là, ouais. c'est sûr. Hein. c'était quand même bien d'avoir de le revoir un peu. Ah ouais. Publier un guide des restaurants de Paris. Il est plus sale, c'est ça? Non mais c'est une blague qu'il y a entre nous, parce que c'est pas vrai. Hein. C'est ça, bon, merci. Merci.